Bienvenue dans Controverse, une joute oratoire entre deux personnalités qui ont chacune 10 minutes pour défendre leurs convictions. En face d'eux, un public en plateau, mais aussi des étudiants en duplex à l'INSEC. Ils écouteront, poseront des questions et surtout voteront au début et en fin d'émission. Lequel de nos deux invités sera le plus convaincant? Sauront-ils faire évoluer les convictions du public? Pour le savoir, restez avec nous dans Controverse en partenariat avec le Figaro Télé et Opinion Square. Les réseaux sociaux, est-ce que tout est permis? C'est la question que nous poserons ce soir à nos deux invités. « 2,45 milliards, c'est le nombre d'utilisateurs de Facebook dans le monde. X, le réseau social du très controversé Elon Musk, compte 400 millions d'utilisateurs dans le monde, 11,5 millions rien qu'en France. Les réseaux sociaux ont donc de plus en plus d'influence sur nos vies et sur le monde. Ils ont le pouvoir de connecter les gens au-delà des frontières, mais aussi de mobiliser les masses et d'influer sur les opinions publiques. Au nom de la lutte contre les fausses informations et les contenus haineux ou le cyberharcèlement, beaucoup entendent désormais réguler le Far West numérique. Mais comment ne pas aller trop loin? Ceux qui s'opposent à la régulation y voient une entrave à la liberté d'expression et d'innovation. Alors sur les réseaux sociaux, tout est permis. Tout de suite, les réponses de nos deux invités, Najat Vallaud-Belkacem et Olivier Babot. Najat Vallaud-Belkacem est depuis 2022 présidente de France Terre d'Asile. Elle a été ministre de l'Éducation nationale de François Hollande. Elle est co-auteure du livre Les écrans contre la parole avec Julie Neveu et David Le Breton. Elle s'inquiète de la surexposition aux écrans et dénonce les réseaux sociaux toxiques. Elle souhaite rationaliser Internet en limitant le nombre de gigas hebdomadaires. Une mesure d'après elle progressiste parce qu'elle permettrait de faire face à la pollution numérique, favoriserait la lutte contre le cyberharcèlement, les violences et discriminations en ligne. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Olivier Babot est professeur à l'Université de Bordeaux, fondateur de l'Institut Sapiens, dont la mission est de réfléchir aux bouleversements provoqués par les nouvelles technologies dans l'économie et la société. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, Le nouveau désordre numérique, La tyrannie du divertissement et le dernier, L'ère de la flemme. Il s'est exprimé en faveur de la protection de l'anonymat en ligne afin de garantir la sécurité de la vie privée. Pour vous, Olivier Babot, l'anonymat sur les réseaux sociaux et la capacité de dire ce que l'on pense quand un ordre politique ou critique en empêche. Merci d'être avec nous, Olivier Babot et Najat Vallaud-Belkacem. Vous allez avoir 7 minutes pour défendre votre point de vue devant notre public et devant les étudiants de l'INSEC. Mais avant cela, on a quelques questions d'étudiants. Enfin, on a 2 points de vue d'étudiants. Certains sont pour effectivement la liberté totale en ligne et d'autres pour plus de régulation. Saria, je crois que vous êtes plutôt pour la liberté. Oui, bonjour à tous. Je pense que les réseaux sociaux, c'est l'un des derniers espaces de liberté d'expression non filtrés où chacun a une voix. Ils permettent à des personnes anonymes ou censurées de prendre la parole. Et je pense qu'imposer trop de limites, c'est donner du pouvoir à ceux qui veulent faire taire les voix qui dérangent. Je pense que les plateformes, elles ont déjà leurs règles de modération, donc le tout est permis, c'est une illusion contrôlée et renforcer la censure pourrait appauvrir les débats. Donc je ne pense pas que ce soit l'outil qui est dangereux, mais l'usage qu'on en fait. Le vrai danger, c'est que peu à peu, enfin ce n'est pas que tout soit permis, mais que peu à peu, plus rien ne le soit. Kumar, vous êtes pour davantage de régulation. Oui, je vous remercie. Bonjour. Selon moi, si on considère les réseaux sociaux comme un vrai moyen de communication et un vrai outil, il faut également le considérer donc comme une extension de ce qui pourrait être dit dans la vraie vie. Et on a des normes donc, de vivre ensemble qui régissent donc, tout ça. Et je pense qu'il faudrait également donc, les faire valoir et ne pas les oublier donc, sur les réseaux sociaux, également sous couvert d'anonymat. Je pense au cyberharcèlement, il ne faut pas heurter autrui, il ne faut pas dénigrer autrui. Et ça passe justement par cette régulation.
Merci Kumar. Najat Vallaud-Belkacem et Olivier Babot, vous allez bientôt pouvoir défendre votre point de vue. On va voir qui sera le plus convaincant. Mais d'abord, nous allons passer au vote du public et des étudiants de l'INSEC. Réseaux sociaux, tout est permis. C'est à vous. La réponse sera négative car selon moi la liberté d'expression a des limites. On ne peut pas tout faire sur les réseaux sociaux. Par exemple, par rapport à la nudité, je pense qu'on ne peut pas exposer certaines choses, son corps, sur les réseaux parce qu'il y a des enfants qui nous regardent, il y a des familles. Je pense que ça peut être compliqué de dire oui ou non parce que c'est vraiment propre à tout un chacun, mais je pourrais quand même dire oui. En France, on a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Donc oui, tout est permis. Tout peut se dire. Après, il faut être conscient des conséquences et des répercussions que ça peut avoir après au niveau légal. Voilà, nos étudiants ont voté à l'INSEC et sur le plateau et on a déjà le résultat. Sur les réseaux sociaux, tout est permis. Seulement oui à 14% et 86% pour davantage de régulation. Ah bah ça va être facile. On va maintenant pouvoir passer à la joute avec nos deux invités qui vont devoir défendre leur point de vue en 7 minutes. Olivier Babot, vous avez été le premier à être tiré au sort. Vous allez défendre, vous, le oui sur les réseaux sociaux. Tout est permis. Bonjour à tous. Merci de votre invitation, bravo pour ce concept. Je suis ravi d'être là, je suis heureux d'être là, et en même temps je suis très triste. Triste époque que celle qui a besoin d'un avocat pour la liberté. Et en étant l'avocat de la liberté, j'ai bien conscience que je suis l'avocat du diable. Et oui, parce que dans le triptyque républicain, on lui préfère aujourd'hui la fraternité, bien sûr, on lui préfère l'égalité, et au nom de la fraternité et de l'égalité, on veut bien mettre la liberté sous le boisseau. Alors moi je ne méconnais pas les dérives des réseaux sociaux. Évidemment, je vois avec terreur depuis très peu de temps l'antisémitisme refaire une présence décomplexée sur X. Je sais que les réseaux sociaux sont un cloaque infini où on voit toute la bassesse humaine. Je connais l'hystérisation, je sais le harcèlement, je sais que l'erreur y est beaucoup plus présente que la vérité. Je sais le complotisme, je sais les délires qui font qu'aujourd'hui, vous savez que 9 Français sur 100 pensent que la Terre est plate. Oui, les réseaux sociaux n'ont pas créé l'assomption, l'épiphanie de la vérité que nous attendions. Et pourtant, en condamnant la liberté, on va condamner au contraire la solution. Non seulement on ne va pas dans le bon sens, mais en fait on rame contre son camp. Pour 2 raisons, en fait très très simples. La première, je vais vous l'expliquer, une raison de principe. La deuxième raison, une raison de pragmatisme. Alors commençons par la première. Le principe, c'est que la liberté d'expression, c'est la base désormais méconnue de la démocratie. Vous savez, Montesquieu disait « il ne faut toucher à la loi que d'une main tremblante ». Eh bien, il ne faut toucher à la liberté que d'une main extrêmement tremblante. Quand on fixe des limites à ce qu'il faut dire, toujours ces limites finissent par être manipulées. Elles finissent toujours par être arbitraires. Ça part évidemment d'une bonne intention, mais c'est catastrophique. Alors c'est formidable de lutter contre la haine, on est tous contre la haine, sauf que cette lutte contre la haine, elle va finir par être instrumentalisée pour faire taire le débat, pour faire taire tout désaccord, pour faire croire qu'un questionnement seul est une forme de haine. Regardez combien l'islamisme a utilisé le terme d'islamophobie pour faire croire que tout questionnement, toute interrogation pouvait être une forme d'opposition et une opposition qu'il fallait faire taire. Évidemment, c'est extrêmement inquiétant d'imaginer qu'on puisse demain, au nom d'une notion qui en fait est une notion extrêmement poreuse, extrêmement vaste, extrêmement arbitraire et éminemment subjective, qu'on puisse imposer à tout le monde des limites à ce qui peut être dit. Regardez avec qui vous êtes et dites-vous si vous êtes dans la bonne direction. Que font toutes les dictatures? Quelle est la caractéristique première de toutes les dictatures? C'est qu'elles vont fixer des limites terribles, des limites évidemment algorithmiques, des limites légales qui vont venir vous empêcher de tout dire, qui vont déterminer le vrai et le faux, le bon et le mauvais. Évidemment, c'est
extrêmement inquiétant d'être dans ce camp-là. Et je crois que si aujourd'hui, pourtant, nous devons évidemment nous inquiéter, nous, les démocraties libérales, de devenir, nous pensions que nous étions l'Empire romain, voué à régner sur le monde en 1989. Vous savez, on pensait qu'on avait gagné, ça y est, tous les régimes alternatifs avaient perdu. Et on n'était pas l'Empire romain, on était le village d'Astérix, car nous sommes menacés, car le nombre de gens qui vivent aujourd'hui dans la démocratie libérale diminue. Eh bien, si aujourd'hui nous abdiquons la liberté d'expression, c'est ce mouvement qui va continuer, parce que nous aussi, nous quitterons la scène. Alors, la deuxième raison dans ma première partie, c'est que la manifestation, ça c'est peut-être plus compliqué à comprendre, mais je veux vraiment l'expliquer. La manifestation de la vérité passe par l'erreur. Il est essentiel de laisser l'erreur se manifester, ne serait-ce que parce qu'elle permet d'y répondre, elle permet de la débunker, comme on dit. On va pouvoir argumenter contre elle, et ça doit être notre rôle d'aller argumenter contre elle. Et puis il y a cette idée incroyablement naïve, que si on ne dit pas le faux, si on ne dit pas le mal et le faux vont disparaître. Mais est-ce que vous pensez vraiment que mettre un couvercle sur une cocotte minute, c'est le meilleur moyen de faire baisser la pression? C'est exactement l'inverse. Plus vous empêchez les gens de dire quelque chose, plus ces gens-là, d'une façon ou d'une autre, ils vont créer des boucles, ils vont se faire leur délire dans leur coin, et ils vont encore plus s'hystériser, ils vont encore plus se fondamentaliser. Regardez, c'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis. Le wokisme a provoqué une réaction dont on voit l'incroyable puissance aujourd'hui, une réaction inverse, qui d'ailleurs débouchera aussi sur l'interdiction de la liberté d'expression. C'est toujours comme ça que ça finit. Il ne faut pas méconnaître la logique démocratique, c'est celle du balancement. Et regardez, c'est terrible à admettre, hein, mais le crime d'hier est devenu le juste d'aujourd'hui. Regardez l'IVG. Si on avait pu empêcher des gens comme Simone Veil de prendre fait et cause, si on avait pour l'IVG, aujourd'hui encore, elle serait un crime parce que ce ne serait pas admissible, ce seraient des propos qui auraient été interdits. Si on avait pu empêcher les gens d'expliquer que être homosexuel, ça n'était pas une déviance, ça n'était pas un crime, là encore, on l'aurait interdit, et dans beaucoup de régimes, ça l'est. Il est essentiel de comprendre que le crime d'aujourd'hui, c'est le juste de demain, que le juste d'aujourd'hui, ça peut être le crime de demain. C'est l'évolution des mœurs, c'est comme ça depuis toujours. Vous faites un petit peu d'ethnologie, vous comprenez que les choses évoluent, qu'il y a une roue, et que si vous voulez laisser l'évolution naturelle de cette roue, vous devez laisser les gens parler. Allez, j'en viens à ma deuxième partie, le pragmatisme. Le combat contre la liberté d'expression rate son but, ça ne rate rien, ça déplace le problème. Comme la voiture électrique, en réalité, déplace la pollution. Vous pensez que vous êtes plus propre? Pas du tout. En fait, le charbon, il a été ailleurs. Encore une fois, cacher le mal, ça ne le supprime pas. Au contraire, ça l'excite. Cacher accroît ce qu'on cache. Si vous mettez des mots aux barrières, les mots se vengeront. Alors, ça veut dire qu'il faut tout laisser. Doit-on pouvoir, peut-on tout dire sur Internet? Oui. Faut-il tout dire? Non. Vous savez qu'aux États-Unis, ils ont une différence intéressante entre le can et le mais. Le can, c'est ce que je peux faire. Le mais, c'est ce que je devrais faire. Parce qu'il y a une différence, il doit y avoir une différence entre la loi et la morale. La loi ne doit pas dire la morale parce que ça, à ce moment-là, ça nous met dans une théocratie, d'une façon ou d'une autre. Donc, que le droit reste dans le droit, que la morale, que les mœurs évoluent. Et effectivement, il ne faut pas tout dire, ça sans aucun doute. Évidemment, il est évident qu'il faut pouvoir former à l'esprit critique. C'est à l'éducation, c'est à nous tous de savoir répondre aux erreurs, de savoir éviter ces excès. Naturellement, les notes de communauté ont fait la preuve de leur grande efficacité sur X contre les fact-checkers qui, en réalité, vous savez, la parole évidemment du grand auteur latin qui est « qui gardera les gardiens » Eh bien, les fact-checkers, qui factera les fact-checkers? Et oui, il me reste 10 secondes, 10, 11. Oui, je suis le gardien du temps ici. Donc les chiens à bois et la caravane passe. Il va falloir conclure. Oui, je termine sur les chiens à bois et la caravane passe. Ça veut dire quoi? Laissez les chiens aboyer sur les réseaux sociaux, la caravane passera. Merci Olivier Babot pour ce grand oral dynamique. Il y avait besoin de dynamique puisque les partisans de la liberté ne sont que 14% sur ce plateau et parmi les étudiants. Est-ce que sur le plateau, il y aurait une question pour Olivier Babot? Madame? Oui, bonjour. Moi, je voudrais savoir si vous pensez qu'on peut apprendre à débunker, par exemple. Est-ce que la population est capable d'apprendre justement à faire la différence comme ça entre le bien, le mal, le vrai, le faux? D'accord. Timeo hominem unum librum. Il faut craindre l'homme d'un seul livre, et encore plus craindre l'homme qui n'a jamais lu. De la culture générale vient l'étendue de la croyance, de la connaissance des diversités de points de vue et sans doute des formes d'équilibre. C'est pour ça qu'il faut former à l'esprit critique. On forme à l'esprit critique par la culture générale,
par la lecture des livres, par le dialogue, par ce qu'on fait là, c'est-à-dire le fait de prendre l'habitude, qu'on est en train de perdre, et c'est terrible, de parler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Et vous savez, moi je suis comme Montaigne, j'aimerais être Gibelin au Guelfe et Guelfe au Gibelin. Je suis toujours un petit peu, je ne suis jamais vraiment de mon avis, comme dit d'ailleurs, je crois, Oscar Wilde. C'est-à-dire que je crois toujours, et ça fait partie aussi de l'éthos démocratique, de croire toujours que quand on est persuadé de quelque chose, l'autre, il a un petit peu aussi une part de vérité. Mais ça aussi, ça s'enseigne. Et ça n'est pas facile. Mais je crois que c'est encore une fois le rôle de l'école. L'école a beaucoup de rôles, beaucoup de choses pèsent sur ses épaules. Et nous avons besoin, plus que jamais, la démocratie a toujours été, depuis 2500 ans, elle a toujours reposé sur la nécessité d'avoir un peuple d'élite. On pourra parler de l'école avec Najat Vallaud-Belkacem notamment. D'abord, une nouvelle question de Sarah sur Teams pour vous, Olivier Babot. Oui, bonjour, monsieur Babot. J'aurais une question. Est-ce que cette liberté-là d'expression n'est pas justement la raison pour laquelle les personnes n'ont plus de limites, des personnes se font harceler? Sans aucun doute, s'ils ne le pouvaient pas, ils ne le feraient pas. Mais la liberté, c'est ce à quoi nous sommes tous appelés en tant qu'individus, citoyens, amenés à voter pour nommer nos responsables, amenés aussi à prendre en main notre propre liberté. Regardez, l'éducation, c'est éveiller un être à sa propre liberté. C'est d'ailleurs difficile parce qu'on doit l'éveiller à travers des formes de contraintes. Mais pour une fois, le rendre libre. Alors libre, être libre, ça n'est pas faire n'importe quoi, c'est être autonome, c'est-à-dire au sens propre, se fixer à soi-même ses propres règles. Ça n'est pas l'anomie, c'est-à-dire l'absence de règles. Et donc c'est bien aux règles sociales, à la société de nous fournir à tous la façon, le savoir-faire pour avoir des capacités à échanger, à ne pas faire n'importe quoi. Évidemment qu'on enseigne tous à nos enfants ce que c'est que le harcèlement, comment lutter contre lui, comment en voir les signes et pourquoi il est injuste, cruel et même criminel de se livrer à ce genre d'activité. Et c'est vrai pour toutes les autres activités. Ben voilà, ça s'appelle l'éducation. Éduquer, c'est conduire. Conduire à la liberté, c'est difficile, mais c'est la vocation que nous avons. Merci Olivier Babot pour ce grand oral. Ça va être le tour de Najat Vallaud-Belkacem de prendre la parole. On rappelle, 86% du public désire mieux encadrer les réseaux sociaux. C'est le point de vue que vous allez défendre, Najat Vallaud-Belkacem. C'est à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être là. Je trouve que c'est un sujet absolument majeur et que cette façon de procéder, la disputation, est la bonne façon de faire parce qu'il faut sortir des caricatures et de la polarisation. D'où je parle. Je suis un peu plus âgée que vous, les étudiants, donc j'ai connu le début des années 2000, quand il y avait une espèce d'effervescence autour justement de cette liberté qu'on pouvait trouver sur Internet, sur le numérique et à laquelle il ne fallait pas retoucher. Je faisais partie des gens qui se battaient à l'époque, les plus anciens s'en souviennent, contre une loi qui s'appelait Hadopi et qui voulait s'en prendre justement à cette liberté-là. Parce que, à l'époque, Internet était le synonyme de ça, la possibilité d'écrire, de lire, de rencontrer des gens très éloignés et finalement de s'ouvrir des horizons comme jamais, malgré les censures qui en effet prévalaient dans certains pays. Est-ce que, aujourd'hui, Internet et les réseaux sociaux sont encore cela ? Est-ce que c'est le règne de cette liberté, de la possibilité de parler sans censure, etc. Ou est-ce que, à travers l'usage qu'en ont fait les plateformes, que j'appelle moi de véritables mafias, les GAFAM, je les appelle des mafias, quand on regarde le tournant qu'ont pris ces plateformes et les algorithmes qu'elles ont construits, notamment depuis le milieu des années 2000, et qu'on comprend que ces algorithmes font tout à la fois pour nous faire vivre dans des bulles, des univers fermés, des univers qui contribuent très fortement à la polarisation de nos sociétés et à l'impossibilité aujourd'hui de s'entendre en réalité ou de se rencontrer, aux antipodes de la promesse d'origine. Qu'on comprend que ces algorithmes aussi jouent sur le choc d'intensité, c'est-à-dire le taux d'engagement, pour prendre le terme technique, c'est-à-dire la viralité et en même temps le caractère toujours sulfureux, violent, brutal des propos qui vont être le plus mis en avant. Quand on comprend ces règles des algorithmes qui ont été
pensés par les plateformes en question et qui, malgré toutes les alertes scientifiques, ont été confortés, confirmés avec le temps, aggravés et qu'on retrouve aujourd'hui dans tous nos usages, pas simplement sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, évidemment X ou d'autres, mais aussi finalement sur, par exemple, des plateformes comme Netflix, Amazon, où on va regarder des vidéos, mais on va vous enfermer dans une sorte de bulle en vous proposant immédiatement à votre place les choix suivants ou en lançant immédiatement l'épisode suivant. Tout cela, et même chose pour les jeux vidéo, tout cela a quel intérêt derrière pour les plateformes? C'est évidemment de conserver votre attention le plus longtemps possible. Pourquoi? Mais parce que cette attention est monétisée par elles. Elle est monétisée auprès des marques. Et c'est ainsi que ces acteurs, que sont les GAFAM, aujourd'hui sont devenus les acteurs économiquement les plus puissants du monde. Et que surtout, ils font, eux, pour le coup, de la politique, alors là, sans aucun problème. Derrière l'apparente neutralité, puisqu'ils se présentent toujours comme des hébergeurs de contenu, ils disent « mais attendez, nous ne sommes pas des médias, vous n'avez pas à nous imposer les mêmes règles qu'on impose aux médias. Nous ne sommes que des tuyaux dans lesquels se déverse un contenu qui vient des citoyens eux-mêmes. » Mais pas du tout. Aujourd'hui, regardez Elon Musk, regardez Zuckerberg, ils font de la politique, ils ne s'en cachent pas. Et par ailleurs, la vérité, c'est que la place que ces réseaux sociaux ont pris dans nos vies fait des médias. La plupart des citoyens vont chercher l'information directement sur eux. Donc, oui, il est normal d'imposer une régulation à ces plateformes. D'imposer une régulation d'abord pour en faire de vrais médias et pas simplement des hébergeurs, c'est-à-dire notamment une modération a priori des contenus, car l'histoire de la modération a posteriori, c'est une vaste fumisterie, surtout quand on voit chez X ou chez d'autres qu'ils ont récemment coupé en deux le nombre de salariés qui s'occupaient de modération. Vous voyez ces plateformes qui disent « oui, vous inquiétez pas, on va s'autoréguler, on va modérer ». Ah oui, c'est dommage, pourquoi vous avez licencié la moitié de vos salariés en question? Bon, donc en faire des médias avec des règles qui s'imposent à eux, et deux, leur imposer que leurs algorithmes répondent à l'intérêt général. Ce n'est pas de l'intérêt général de nos sociétés, ni des adultes, ni évidemment des enfants, encore moins des enfants, que d'être à ce point-là aliénés par la machine pour une attention qui finalement nous fait passer à côté de la bande passante de nos vies, puisque tout ce temps qu'on consacre aux réseaux sociaux, tout ce temps qu'on consacre à l'écran de manière générale et en particulier au smartphone, c'est du temps qu'on ne consacre pas au reste. En plus du mal que ça fait, ça a été évoqué tout à l'heure, évidemment, avec tous les dégâts en matière de cyberharcèlement notamment, mais pas seulement. C'est aussi le temps que ça nous vole, c'est du temps volé. Donc, imposer évidemment aux plateformes de revoir leurs algorithmes pour nous faire sortir de la dimension bulle qu'on a évoquée tout à l'heure et de la dimension intensité du choc et viralité, qui consiste à mettre toujours plus en avant les choses les plus brutales, ça, oui, ce sont des choses que les États devraient absolument faire. Et s'ils ont besoin d'arguments pour le faire, d'abord, je suis désolée, mais la liberté, elle n'a jamais été totale en quelque matière que ce soit, contrairement à ce que disait Olivier Babot tout à l'heure, où on a vu que, par exemple, on avait la liberté de polluer autant qu'on le voulait quand on était une entreprise. Ben non, à partir du moment où une société dit c'est un problème de polluer, ben, on fixe des règles. Et les entreprises, comme les individus, doivent s'y conformer. Où on a vu que quand on constate carrément que les individus sont en danger, par exemple les individus à l'égard de la cigarette, qu'on se refusait à adopter une politique de santé publique qui soit faite à la fois bien sûr de prévention, mais aussi de règles claires pour les fabricants de cigarettes. Où on a vu que quand la voiture apparaît être un possible élément de danger parce qu'on voit les accidents de la route de plus en plus nombreux, on n'invente pas une ceinture de sécurité qu'on impose aux gens de mettre. Là aussi, on pourrait me répondre, mais c'était une atteinte à leur liberté. Ben non, en fait, en l'occurrence, c'était évidemment dans leur intérêt, dans l'intérêt de la société tout entière, car les accidents qu'ils provoquent, c'est aussi les autres qui en sont les victimes. Donc oui, c'est normal de créer de la régulation. Alors la régulation, moi je veux aussi dire une chose, c'est qu'elle ne peut pas avoir lieu à l'échelle nationale, malheureusement, parce que nos pays ne sont pas suffisamment puissants devant les GAFAM en question. Elle doit avoir lieu à une échelle à minima européenne, pour ce qui nous concerne, puisque nous sommes, nous, l'Europe, aujourd'hui,
au milieu d'un monde... Il va falloir conclure. Ah oui, d'un monde tiraillé entre le modèle américain d'ultralibéralisme sans aucune régulation et le modèle chinois qui était évoqué tout à l'heure de tyrannie et de contrôle des individus. Nous pouvons trouver une voie européenne qui respecte la liberté et l'intérêt général. Merci Najat Vallaud-Belkacem. Vous avez juste dépassé, mais de très peu, donc vous êtes quand même une bonne élève. On passe aux questions, comme pour Olivier Babot. Je ne sais pas si quelqu'un dans le public a envie de s'exprimer, de poser une question à Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour madame, merci pour votre avis. J'ai une question. Vous dites, on passe à côté de tout le reste. Il faut mettre des régulations. Mais je n'ai toujours pas compris concrètement ce que vous entendez par tout le reste, ce que vous entendez par régulation. Ouais. Quel genre de régulation? Qui viendra mettre les régulations? Transformer les réseaux sociaux en un média classique reviendrait à, comme par exemple la presse qui va être contrôlée. En fait, passer à côté de tout le reste, ça veut dire passer à côté de la lecture d'un journal. Mais finalement, on revient à un média contrôlé, on nous contrôle l'information, on peut nous censurer certaines choses. Donc, pardon. Donc, voilà, elle est là ma question. Merci Saria. Mais on rappelle que la presse n'est pas contrôlée, heureusement. C'est ce que j'allais dire. Par contre, on est tout simplement soumis au droit, et je crois que les GAFA aussi, mais vous allez répondre, Najat Vallaud-Belkacem. Absolument. D'abord, la presse est indépendante. Après, on peut penser un certain nombre de choses d'un certain nombre de groupes de presse qu'on ne trouve pas à notre goût. Mais enfin, je veux dire, le grand intérêt aujourd'hui par rapport à la presse, c'est que vous choisissez votre titre. Vous n'êtes pas, j'allais dire, assailli d'informations. Par exemple, si, je ne sais pas ce que vous lisez habituellement, mais imaginons que vous ne vouliez pas lire Valeurs Actuelles, vous n'allez pas être assailli au quotidien d'informations venant de ce journal-là, puisque vous ne serez pas allé l'acheter exprès. Donc ça, c'est quand même une grande différence. Le problème du numérique et des réseaux sociaux, c'est que à un moment donné, on est le jouet de ceux qui vont les mieux manipuler. Car les réseaux sociaux, il faut vraiment comprendre, c'est ce que j'ai essayé de démontrer, ça n'est pas le résultat de la liberté de tout un chacun. Non, il y a un favoritisme, une poussée envers les contenus les plus choquants, les plus brutaux, les plus violents. C'est ça le sujet qui est au-delà de la bulle, c'est ça le sujet qui est problématique. Et c'est là que les plateformes sont absolument coupables, car elles l'ont fait exprès. Parce que, en fait, les contenus les plus choquants et violents sont ceux qui vont entraîner le taux d'engagement, c'est-à-dire la rétention de la personne sur le réseau, le plus long. Et donc, l'attention que les plateformes vont ensuite pouvoir aller vendre aux marques en disant si tu mets ta publicité pour ton objet, ton produit de beauté, je sais pas quoi, chez moi, sache que moi j'ai des internautes qui sont capables de rester 3 heures d'affilée. Comme c'est magique, vraiment, est-ce que c'est ça la vie dont on veut? Et maintenant j'en viens à votre deuxième question, c'est quoi le reste de notre vie? Mais mon Dieu, mais on peut le prendre déjà à l'échelle des enfants, c'est tellement évident, mais après je viendrai aussi aux adultes, parce que moi je fais partie des gens qui ne supportent pas qu'on dise que ceci est un problème uniquement de mineurs et majeurs. Alors pour les enfants, qu'est-ce que ça leur permettrait de retrouver? Ça leur permettrait de retrouver du temps de jeu, ça leur permettrait de retrouver du temps d'interaction avec les autres. Vous avez sans doute vu les études qui sont sorties et qui montrent comment, depuis le début des années 2010, on a des adolescents, on a mesuré ça, qui malheureusement souffrent de plus en plus de solitude, de dépression, d'anxiété. On a même, on parlait de cyberharcèlement tout à l'heure, des jeunes adolescentes de 10 à 14 ans. Quand on compare les chiffres entre 2010 et aujourd'hui, leur taux de suicide a augmenté de 130%. Mais franchement, comment ne pas faire le lien ? Alors évidemment qu'il y a tout un tas d'autres phénomènes, etc., dans la société qui peut-être conduisent à une plus grande solitude. Mais les écrans, c'est quand même tellement évident. Donc, merci, Najat. Voilà. Donc je pense que l'exemple des enfants... On a une autre question après, pour vous. L'exemple des enfants, retrouver du temps de jeu, retrouver du temps de fréquentation des autres, retrouver aussi du temps de concentration sur les cours. Parce que moi, en tant que ancienne ministre de l'Éducation, je suis quand même très sensible à ce que nous disent les enquêtes PISA, qui nous disent que les gamins sont de moins en moins capables de se concentrer sur un exercice de mathématiques. Voilà, donc ça aussi, c'est évidemment le résultat de ce qui se passe sur l'écran. On a une question qui nous vient de Luc, de l'INSEC.
Votre intervention a suscité en moi quelques interactions. Déjà, de prime abord, je souhaiterais dire que les réseaux sociaux, nous savons, c'est une plateforme. Ce sont des plateformes qui sont mises sur pied pour permettre aux citoyens d'exprimer leur ras-le-bol et d'exprimer également, de donner également leur point de vue sur ce qu'ils vivent concrètement au quotidien. Mais après, j'ai une question. Comment peut-on trouver un équilibre entre la liberté d'expression et la protection contre les abus en ligne. Mais de deux, on dit protéger, restreindre l'expression des personnes sur les réseaux sociaux, mais ça va être fait par qui? Est-ce que c'est par l'État? Est-ce que ça ne sera pas justement un instrument utilisé par l'État pour museler la population? Je vous remercie. Alors, merci de me poser cette question parce que cette précision a son importance. L'idée n'est pas d'empêcher les gens d'exprimer ce qu'ils ont à exprimer. Ça n'est pas de la censure. L'idée, c'est de mettre fin à la manipulation, à la tromperie qui consiste pour les plateformes, avec les algorithmes que j'ai décrits, à survaloriser, à donner beaucoup plus d'importance et de viralité aux propos les plus brutaux, les plus violents, les plus racistes, les plus fascistes, les plus... C'est ça le sujet, les plus antisémites, les plus... C'est ça le sujet. Le sujet, c'est que, en fait, si on avait un système dans lequel, bon voilà, on s'exprime tous librement, personne n'est contrôlé ni censuré, et puis voilà, nos paroles, on va dire, se valent, puisque c'est la grande promesse de l'Internet libre, nos paroles se valent, et on lit, voilà, un tel a dit ça, d'ailleurs, anonymement. Très bien, ça irait. Ce que je décris depuis tout à l'heure, c'est pas ça. C'est une manipulation, encore une fois, qui date de 2005-2007. C'est le moment où ça a commencé avec les principales plateformes, où progressivement, les propos les plus problématiques ont été les plus mis en avant. Problématique, ça peut être à la fois brutaux, violent, ou tout simplement bête, stupide, mais qui crée comme ça un choc émotionnel rapide. Ça peut être aussi juste sans intérêt, vous voyez, ça peut être des photos de chats. Mais le problème, c'est pourquoi est-ce que ce sont ces contenus-là qui sont à ce point mis en avant? Et en fait, c'est pour une dynamique, encore une fois, de rétention de l'usager, dont les plateformes ont intérêt à conserver l'attention le plus longtemps possible pour faire payer finalement les marques qu'elles invitent à placer des publicités le plus fort possible. Merci Najat Vallaud-Belkacem. Maintenant, place au débat. Vous allez pouvoir échanger et vous confronter vos points de vue. Alors, Najat Vallaud-Belkacem, on l'a compris, vous êtes pour davantage de régulation. La question, c'est de savoir comment. Vous avez même dit que c'était très difficile de le faire à l'échelle nationale. Vous avez quand même émis dans le débat public, c'était dans une tribune au Figaro, une proposition de rationalisation d'Internet, voire de rationnement d'Internet, parce que vous êtes pour limiter le nombre de gigas pour chaque utilisateur par jour. Vous continuez à défendre cette proposition qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque? Alors déjà à l'époque, lorsque je l'avais émise, c'était moins une suggestion qu'une réflexion. C'est-à-dire qu'en gros, l'objet de ma tribune, c'était de tirer la sonnette d'alarme et de dire, au fond, on a un sujet qui dépasse même le contenu des réseaux sociaux, etc. C'est le temps qu'on passe devant l'écran. Et donc, je me posais la question, comment faudrait-il faire pour réduire le temps qu'on passe devant l'écran? Et parmi les solutions imaginées à travers le monde, etc., il y a, pourquoi pas, cette histoire de limiter les gigas, qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais j'allais dire, il y a d'autres solutions, on l'a vu en Australie récemment, on le voit en Chine, qui conduisent même à interdire carrément certains jours de la semaine, ou alors à partir d'un certain âge, empêcher les enfants, pour le coup, d'accéder plus de tant d'heures par jour, etc. Donc je pense qu'il faut ouvrir la discussion. Moi, je vois une solution aussi qui est assez intéressante, c'est d'éclairer le consommateur tout simplement. Par exemple, imaginons qu'il ait un véritable tableau de bord sur l'application qu'il a ouvert et qu'il se rende compte que, en fait, c'est pas seulement le temps qu'il vient d'y consacrer, mais aussi le nombre d'interactions qu'il a eues. Ah oui, dis donc, ça fait
80 likes que j'ai mis depuis 2 heures. Ça n'a pas de sens, cette histoire. Je pense que éclairer le consommateur est important. Mais je reviens à mon propos. La plus importante des régulations, elle doit se faire à l'égard des plateformes. Merci Najat Vallaud-Belkacem. Olivier Babot, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de rationnement? C'est le collectivisme à l'heure d'Internet ou ça vous paraît être une proposition déjà crédible et intéressante? Une toute petite remarque en incise, ce serait formidable d'avoir un décompte des temps de parole, comme pour les présidentielles. Ça, je ferme la parenthèse. Je suis vraiment ravi qu'on ait ce débat parce que les gens qui nous écoutent avec beaucoup d'attention, je le vois, voient tout à fait que là, on a 2 camps. Il y a 2 choix là que vous allez devoir faire. En réalité, le diagnostic, on fait le même. Moi, j'ai écrit 2 livres au moins et des centaines de tribunes sur le problème des écrans. Je partage évidemment ce diagnostic, cette inquiétude, et je le partage pour mes enfants. Oui, on fait un mauvais usage de notre liberté. Mais à partir de là, vous avez 2 camps, et choisissez votre camp, camarades. Vous avez un premier camp où, si vous faites mauvais usage de votre liberté, il faut vous en priver. Quelqu'un d'autre va décider pour vous. Juvénal toujours, qui gardera les gardiens? Qui va être cette personne bienveillante qui va déterminer ce qui est mieux pour moi? Et puis il y a un deuxième camp. Ah oui, c'est plus dur. Oui, ça c'est sûr, on grelotte un peu plus. C'est faire un apprentissage de sa liberté. Le plus incroyable, c'est pas qu'il y ait autant d'influenceurs, c'est qu'il y ait autant d'influencés. Pourquoi il y a autant d'influencés? Eh bien peut-être parce que justement, les tableaux de bord, ils existent. Vous pouvez aller sur votre téléphone, vous avez toutes les infos du temps d'écran. Vous avez tout, le nombre de temps que vous avez. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans certains fournisseurs, ils vous donnent tous les débuts de semaine, tiens, voilà votre temps d'écran, voilà votre évolution. Vous pouvez, mais la solution, elle est en vous. Arrêtez de demander aux autres une solution. Je veux dire, on a toujours été influencés. Il y a toujours eu des bulles cognitives. Autrefois, les gens qui achetaient le Figaro, ils savaient très bien qu'ils n'achetaient pas Libération. Donc aujourd'hui, on a toujours voulu discuter avec les gens avec qui on était d'accord. Voilà. Et bien maintenant, ça se termine. Il faut qu'on ait un apprentissage de la diversité, se forcer à suivre des gens avec qui on n'est pas d'accord. Najat Vallaud-Belkacem a quand même posé la question des algorithmes. Il y avait un moment où il y avait une forme de régulation, y compris par les GAFA eux-mêmes. On voit aujourd'hui que Mark Zuckerberg fait tomber le peu de régulation qu'il y avait. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de dérive tout de même, Olivier Alors j'ai Babot? suivi de très très près quelqu'un qui gérait un très gros groupe de femmes à Los Angeles. Et ça vous faisait froid dans le dos. Avant le changement de Meta, à chaque fois qu'une personne posait une question, avait une expression qui n'était pas exactement dans le wokisme le plus droit, les gens écrivaient au gestionnaire du groupe pour dire « excluez-la ». Vous voyez, c'est de là qu'on part. Excusez-moi, j'appelle pas ça le paradis. Alors oui, sans doute, Twitter, c'est vraiment pas le paradis non plus. Mais je crois vraiment qu'il faut qu'on continue à chercher. Oui, on cherche. Les technologies, elles ne sont pas livrées avec des modes d'emploi. Souvent, les sociétés changent à leur contact. Et bien là, on est en train de faire l'apprentissage difficile de contraintes, évidemment, que nos parents n'avaient pas. Il y avait des problèmes différents, il y avait des contraintes différentes. Il faut qu'on apprenne ça, qu'on apprenne aussi à nos enfants à vivre dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles règles pour se respecter, que ce n'est pas parce qu'il y a un écran entre quelqu'un et l'autre qu'on va dire des choses qu'on ne dirait pas en face. Parce qu'on se rend compte qu'on dit beaucoup plus facilement des choses sur un écran qu'on ne dirait jamais à la personne en chair et en os. Voilà, ça c'est tout un ethos qu'il faut qu'on apprenne quand on est adulte ou quand on est enfant. Oui, c'est vrai, l'algorithme peut être extrêmement pernicieux, mais c'est toujours notre choix à la fin. C'est nous qui pouvons décider d'être sédentaires ou d'aller à la salle. C'est nous qui pouvons décider de continuer à scroller, effectivement, l'équivalent de 93 mètres par jour, c'est-à-dire la hauteur de la Statue de la Liberté en moyenne par Français. On peut décider de continuer à faire ça ou on peut continuer de sortir. Et oui, c'est dur, parce que le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit, c'est un monde où notre contrainte, la difficulté, c'est la facilité. Il faut résister à la facilité du monde. C'est l'ère de la flemme, exactement. Pas pour rien que j'écris le bouquin, mais chers jeunes qui nous écoutez, vous êtes dans un monde, vous n'avez pas les problèmes de mes parents ou de mes grands-parents, et moi je suis entre les deux. Vous avez un problème terrible, votre monde est trop facile. Il faut que vous appreniez une autodiscipline, et vous avez besoin d'une autodiscipline, de faire, qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, parce qu'avant, les gens ils devaient résister à la contrainte. C'était un autre problème. Bravo et bon courage. Najat Vallaud-Belkacem, la régulation c'est bien, mais toute la question est jusqu'où on met le curseur. Olivier Babot rappelait que la régulation qui avait été mise en place, finalement c'était la régulation qui permettait au lobby le plus fort qui est de censurer finalement des opinions.
et pas forcément quelque chose qui contreviendrait à la loi. On a même vu récemment en Roumanie qu'Alain Georgescu, un candidat pro-russe, finalement éliminé de l'élection présidentielle suite à une campagne massive sur TikTok. Là, est-ce qu'on est dans la régulation, est-ce qu'on est dans la défense de l'état de droit ou est-ce qu'on est au contraire dans la défaite de la démocratie ? Waouh. Non, mais je trouve à la fois intéressante votre question, je vais y revenir. Et ce que vient de dire Olivier Babot, pardon, mais la solution est en vous. Mais quelle plaisanterie! Non mais pardon monsieur, j'ai beaucoup d'estime pour Olivier, mais là je crois que tu passes complètement à côté des enjeux. La solution est en vous. Arrêtez donc de scroller. Ah ouais, comme on dirait à quelqu'un, arrête donc de fumer alors que le fabricant de tabac ne t'a pas prévenu qu'il avait mis des produits chimiques et pour nourrir ton addiction dans la cigarette que tu es en train de fumer. Et j'ai l'impression même que ce dont on parle avec les algorithmes et le numérique et les GAFAM, c'est même encore plus grave que la cigarette quelque part parce que au fond, quand on regarde les dégâts causés, c'est pas simplement sur la santé, notamment la santé mentale des individus, on en a parlé, mais c'est aussi sur la société, la démocratie, vous l'avez dit. Et j'en viens donc à votre deuxième question. Donc, en tout cas, pour répondre à Olivier, non, c'est pas possible de renvoyer la responsabilité vers les individus parce que là, en l'occurrence, on a une manipulation claire de la part de gens qui s'en mettent plein les poches. Donc, il faut quand même penser la régulation des plateformes. Pour en revenir à votre exemple, que je trouve surprenant aussi, qu'est-ce qui s'est passé en Roumanie? Donc, un candidat sorti de nulle part, soutenu notamment par des trolls payés par la Russie, a du jour au lendemain émergé et est devenu le favori des sondages. Enfin, les manipulations démocratiques, on va aussi dire c'est pas très grave, voyons, les citoyens, les électeurs, la solution est en vous, lisez bien tous les programmes des... Non, ça suffit. Il faut lutter contre les manipulations. C'est quand même extraordinairement grave. Et ça s'était déjà passé dans le cadre du Brexit avec Cambridge Analytica. Tout le monde s'en souvient, où on avait bien vu les manœuvres qui avaient conduit à, encore une fois, survaloriser une parole, en l'occurrence xénophobe, anti-immigrés, etc., et qui avait conduit notamment à la victoire du Brexit que quelques mois à peine après, tant de citoyens anglais ont regretté parce qu'ils ont bien vu que en fait, ça avait appauvri leur propre situation. Donc c'est dramatique. Les instrumentalisations, les manipulations, et on le voit notamment avec le rôle joué aujourd'hui par la Russie. Tiens, tu parlais d'antisémitisme tout à l'heure. Enfin, quand même, j'espère que tout le monde a gardé à l'esprit l'histoire des étoiles d'Abraham dessinées sur un mur, dont il est apparu qu'en fait, ça avait été commandité par la Russie pour faire naître et grossir le sentiment de conflit et de polarisation. On sort un peu des réseaux sociaux. On va juste laisser Olivier Babot, qui, en termes de temps de parole, il nous l'a rappelé, est en retard. Non, mais juste d'un mot sur cette histoire de grande manipulation des étoiles juives. C'était quand même les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la Russie ne s'est pas contentée, et ça c'est le monde dans lequel nous sommes plongés, ne s'est pas contentée de payer des Moldaves ou je ne sais plus quoi pour venir sur les murs de Paris dessiner ces étoiles. Elle a aussi, avec ses trolls innombrables, lancé dans la foulée un mouvement sur les réseaux sociaux d'émotion, etc. Donc tout est manipulation. Et face à cela, je suis désolée, c'est criminel de laisser les individus se débrouiller tout seuls en disant « Allez, une petite éducation aux médias et à l'information », et je sais de quoi je parle parce que moi je l'avais installé, ça suffira pour vous prémunir. C'est pas vrai. Comment vous répondez à ça, Olivier Babot? Je crois que la comparaison avec la cigarette est une très bonne comparaison. Oui, pendant longtemps, les gens ne savaient pas. Oui, on leur a caché. Oui, il y a eu des fausses études. Oui, d'ailleurs, ils sont, avec raison, condamnés pour ça. Alors oui, pendant un moment, on ne savait pas ce que faisaient les réseaux sociaux. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, on pensait qu'on s'échangerait effectivement des photos de chats et puis ce serait sympa. Moi, la première chose que j'ai faite, c'est d'essayer de chercher des anciens copains de classe de maternelle. Je crois qu'on a tous fait ça. Et puis on s'est aperçu qu'on échangeait beaucoup plus et que ça hystérisait la société. Et puis les réseaux sociaux, un truc qui était uniquement un trombinoscope inventé dans une université américaine, il a eu comme conséquence l'occupation du Capitole par un type torse nu avec une toque en bison. On ne pouvait pas penser que ça ferait ça à la démocratie. Les réseaux sociaux sont en train de tuer la démocratie. Je le reconnais. Ah bon? Oui. Alors non, mais on cherche tous la solution. Hein. On cherche tous la solution, mais on ne la cherche pas de la même façon, sans aucun doute. Encore une fois, il y a deux camps dans la solution. Ils tuent la démocratie, il faut qu'on trouve un moyen. Alors, il faut ré-hiérarchiser, par exemple,
l'information. Les journalistes sont des sentinelles des démocraties. Il faut qu'on continue à comprendre que la source d'un journal, c'est pas la même chose que monsieur, madame, tout le monde qui raconte qu'il a vu quelque chose. Et puis, vous parliez de transparence. Évidemment qu'il faut de la transparence plus que jamais. Souvenons-nous, hein, le printemps arabe, les révolutions contre toutes les dictatures, elles ont lieu parce qu'il y a la transparence, parce que l'information circule. Il faut faire ça plus que jamais, parce que c'est, encore une fois, il faut aller vers la liberté, vers une liberté éduquée. Et c'est difficile, en effet, mais la solution, ça ne peut pas être de nous enlever la liberté, mais parce que c'est comme Gribouille qui saute dans l'eau de peur d'être mouillé, de peur de plus avoir de liberté. On n'a plus de liberté. Olivier, mais on est en train de dire la même chose, en fait. Eh ben, je suis toujours ravi quand on s'approche. On est d'accord. Non, on va se rapprocher. À la fin, on va être d'accord. Attends, j'ai noté 2 mots. Oui, mais alors justement, c'est intéressant puisque vous avez répondu sur la première partie, pas sur les élections. Vous avez rappelé les printemps arabes. Vous auriez pu aussi rappeler le rôle joué par Google dans l'élection de Barack Obama. À l'époque, les réseaux sociaux trouvaient ça formidable. Quand c'est Donald Trump, on voit que c'est beaucoup plus critiqué. Est-ce qu'il n'y a pas 2 poids, 2 mesures? Et est-ce que la solution, c'est vraiment d'interdire les voix dissidentes? Quand Thierry Breton, répondant à Elon Musk, dit on pourrait interdire les élections, annuler les élections en Allemagne si jamais l'AfD l'emporte, est-ce que c'est la bonne réponse? Je suis désolé, je suis comme ça, hein. Je crains beaucoup plus un monde, une société où on ne peut pas tout dire, un monde où on ne peut pas tout dire qu'un monde où on peut tout dire. Vraiment beaucoup plus. Et je ne dis pas qu'une société où on peut tout dire, c'est une société formidable. Alors, vous savez, je fais des cours de communication aux étudiants à l'université. La première chose que je leur explique, c'est que toute communication est manipulatoire. Toute communication, c'est manipuler les cognitions des autres. Alors on peut manipuler pour le bien, de bonne foi, et puis pour le mal. Ça fait, je veux dire, la politique, ça a toujours été l'art d'essayer de convaincre, comme on le fait ici, en utilisant d'ailleurs des vieilles méthodes connues depuis très longtemps, évidemment, pour essayer de convaincre. Mais enfin, c'est pas pour ça qu'on est de mauvaise foi ou que c'est pas vrai. Et c'est à celui qui écoute d'essayer, justement, parce qu'il a de la culture générale, de dénouer le bon grain de livret, de voir si un argument est vrai ou pas. Et puis d'essayer à la fin d'être celui qui va voter, parce qu'on vit jusqu'à nouvel ordre dans un endroit où dans un monde où à partir de 18 ans on va vous demander de choisir ceux qui vous dirigent. Alors si on pense que vous n'êtes pas libre, que vous êtes influencé, que de toute façon la communication fait que tout ça est manipulé, à la fin quelqu'un d'autre va choisir nos maîtres. Et c'est pas ma conception de la démocratie. On va redonner la parole à notre public qui a été du coup éclairé par ce débat. Est-ce qu'il y a une nouvelle question pour l'un de nos invités? Bonjour Madame Belkacem, j'avais une question pour vous. Vous disiez tout à l'heure que le téléphone c'est la continuité de notre bras. De plus en plus on a des métiers qui se tournent vers la communication et le marketing. Est-ce que vous pensez que malgré ce que vous vouliez mettre en place, ça pourrait suffire par rapport à la puissance des GAFAM? C'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'en fait, oui, vous décrivez d'une certaine façon une dynamique qui va s'entrechoquer avec le besoin de réguler, exactement, qui est celle qu'on va embaucher de plus en plus de marketeurs. C'est une très bonne question. Ça veut dire qu'en fait, il faudra encore aller contre des intérêts économiques de façon plus brutale, parce que quelque part, ça veut dire aussi revoir en fait quels sont les métiers qu'on fabrique dans notre société. Alors honnêtement, votre propos pourrait quand même aussi être un petit peu modéré par l'apparition de l'intelligence artificielle générative, parce que la vérité, c'est que de plus en plus, les outils d'IA remplace un peu le travail des marketeurs. Donc je pense que c'est aussi une autre dynamique qu'on va voir, qui n'est pas beaucoup plus rassurante, comme vous le savez. Je préférais quand c'était des marketeurs humains, parce que là, tout ce qu'on est en train de se décrire avec des algorithmes qui abusent de vous, etc., va être évidemment renforcé avec l'IA. Ça va de soi, j'espère que vous en avez conscience, puisque finalement, aujourd'hui, on passe même plus par des moteurs de recherche qui, à la limite, pouvaient encore un petit peu ouvrir nos horizons au moment de nous donner des réponses multiples aux questions qu'on pose. On va directement, une fois qu'on a chopé son IA, lui poser la question à elle. Et alors là, pour le coup, toutes les manipulations sont permises et sont d'ores et déjà opérées. La Russie, que j'évoquais tout à l'heure, est déjà dans une offensive pour installer des discours dans les réponses des IA qui sont très problématiques. Donc oui, en fait, votre question, elle m'amène à vous dire que
ce sujet du numérique, des écrans, des réseaux sociaux, en fait, il brasse très large. Il brasse pas simplement notre rapport aux écrans, mais la question, en effet, de nos stratégies économiques. À quoi forme-t-on les gens? Quels métiers seront pertinents pour l'avenir? Il brasse y compris la question de notre organisation sociétale, et j'en terminerai par là, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas dite quand j'évoquais tout à l'heure les enfants, et qui me frappe, moi, beaucoup, c'est que l'une des raisons pour lesquelles on va retrouver de plus en plus d'enfants devant un écran comme ça, c'est aussi parce que nos sociétés ne laissent plus la place aux enfants. Elles ne les laissent plus vraiment, j'allais dire, vivre, parler fort, crier, etc. La preuve en est dans les trains. Est-ce que vous avez remarqué que c'est devenu insupportable à bon nombre de gens? Je jette la pierre à personne, hein, j'imagine que j'en fais partie, mais d'entendre des enfants crier. Autrefois, ce n'était pas le cas. Hein. Ça faisait partie de la vie. Les enfants, en bas âge, avaient leur place. Est-ce qu'il y a encore autant de skateparks dans les villes, dans l'aménagement urbain, qu'il y en avait autrefois, ou de lieux, disons, où les adolescents pouvaient se retrouver? Donc, en fait, il ne faut pas s'étonner de ce que l'écran, les jeux vidéo en ligne, etc., soient devenus les nouveaux skateparks des adolescents, l'endroit où se retrouver. Mais du coup, c'est toujours devant un écran. Donc, nos villes, nos aménagements de territoire, nos organisations sociétales ont repoussé toujours plus la place des enfants, quasiment jusqu'à en faire des indésirables. Et la vérité, c'est que vous avez remarqué qu'on ne les voit plus trop dans les rues de nos villes. Ce n'était pas le cas autrefois. Ils allaient jouer dehors. Olivier Babot, vous voulez réagir? Notamment, j'aurais aimé vous entendre sur l'innovation. Est-ce qu'on peut arrêter l'innovation, en particulier dans un monde ouvert où on sait que, de toute manière, la Chine et même des régimes totalitaires risquent de s'emparer de ces technologies? Alors encore une fois, je me rapproche de Najat et je suis content, on va finir, on va être d'accord. Mais moi, je reviens à la question du débat. Réseaux sociaux, tout est permis. On parle bien des réseaux sociaux. Et en effet, il y a un enjeu qui est absolument énorme, qui est incroyable aujourd'hui avec l'IA. C'est que parmi tous les enjeux que pose l'IA, c'est que demain, vous savez que le fameux test de Turing, ça y est, il est fini. Le test de Turing, c'est tu parles avec un robot, tu ne peux pas dire que c'est un robot. Il est déjà passé ce test. C'est-à-dire que vous pouvez parler avec des IA et être persuadé que c'est des êtres humains. Donc toutes les manipulations, y compris par des États, on en a parlé, sont ouvertes. Et donc il y a une première régulation à mettre en place. Il faudrait qu'on ait une authentification d'êtres humains. Il faudrait qu'on soit sûr sur les réseaux sociaux qu'il n'y a pas de bots, qu'il n'y a que des êtres humains. Et alors, ça nous revient à l'anonymat. Vous savez, l'anonymat, on a dit tout à l'heure que j'étais pour l'anonymat. Non, c'est pas vrai. Je suis pour le pseudonymat. L'anonymat, vous savez, il n'existe déjà pas. Hein. Allez dire un truc illégal sur les réseaux sociaux, vous allez voir que les gendarmes vont venir toquer à votre porte et c'est une bonne chose. En réalité, l'anonymat n'existe pas. Le pseudonymat, c'est la possibilité, quand vous avez des fonctions qui ne vous permettent pas d'être libre de parole, de quand même aller sur les réseaux sociaux, vous exprimer dans les limites de la loi. Mais l'anonymat, il est toujours impossible. Donc, effectivement, pseudonymat pour vous donner cette liberté et la capacité à être sûr que vous parlez uniquement entre humains, ça, c'est évident. J'abonde sur le fait que, paradoxe de cette société où on est tous reliés au monde entier en permanence et pourtant on est de plus en plus seuls. Et que cette solitude non voulue, elle est de plus en plus forte, que les jeunes voient de moins en moins leurs amis en vrai, que statistiquement il y a plus de sédentarité, qu'ils s'engagent moins dans les associations. On peut retrousser ses manches et d'essayer de créer un ethos différent. Encore une fois, l'IA, c'est des outils. Ces outils ne sont pas livrés avec le mode d'emploi. Ce mode d'emploi, il est compliqué à mettre en place. Et on peut arriver, il y a des formes de régulation, il y a des formes d'incitation, il y a des choses qui peuvent être trouvées, tout en conservant l'essentiel, c'est-à-dire la liberté qu'on a tous en tant qu'individus. Donc on voit que vos positions finissent par converger. On verra, c'est bientôt l'heure des votes, justement, pour voir si le point de vue du public a évolué également. Suspense sur le vote. On rappelle le résultat du premier vote. Vous êtes seulement dans le public et à l'INSEC 14% à dire qu'on peut tout se permettre sur les réseaux sociaux, contre 86% qui veulent plus de régulation. Mais les positions ont peut-être changé pendant le débat. En tout cas, la position de Farid à l'INSEC a changé. Farid qui voulait réagir. Au tout début, j'étais d'accord avec Mme Belkacem. Donc, pour moi, c'était non. Parce que je me disais tout simplement que les grandes bagarres des réseaux sociaux n'ont pas forcément les intentions les plus pures, étant donné qu'ils monnaient donc notre attention, donc notre temps. Donc c'est pour ça que j'étais pas d'accord. Mais après, du coup, avoir écouté
l'argumentaire de monsieur Babot et tout ce qui s'est dit entre-temps. Et je pense qu'une vraie démocratie, du coup, c'est le pouvoir au peuple et c'est totalement antidémocratique que de supprimer ce pouvoir et donc cette liberté d'expression. Et donc voilà, et c'est tout simplement la raison pour laquelle je suis d'accord avec M. Babot et j'ai changé mon vote. Est-ce que d'autres personnes dans le public ont leur position, qui ont évolué après ce débat? Moi, je veux juste dire, on ne bannit pas les couteaux parce que certains commettent des crimes avec. Et en fait, je pense que pour les réseaux sociaux, c'est plus ou moins pareil. Je pense que, comme M. Babot l'a dit, éduquer les utilisateurs parce que c'est un outil au final. Et non bannir le réseau social. Donc ça m'a juste, conforté. Donc vous n'avez pas changé d'avis. On va donc pouvoir passer au vote. Peut-être malgré tout que les opinions ont bougé. Suspense. Concernant le vote, la première fois j'ai mis oui et la deuxième fois j'ai mis oui. Deuxième vote, j'ai voté non. Et c'est pas changé d'avis en fait. Moi j'étais contre au début. Et je suis toujours contre. Au fur et à mesure du débat, c'est M. Babot qui m'a davantage convaincu parce qu'effectivement, il ne faut pas non plus trop censurer les gens parce qu'à force de trop les censurer, ils vont se sentir opprimés et ceux qui font sur les réseaux sociaux, ils peuvent le faire ailleurs au final. Alors au second tour, j'ai voté étonnamment oui, mais pas parce que j'étais forcément d'accord avec le fait que tout est permis, mais j'étais plus convaincue par les arguments de M. Babot. Elle parlait du fait que quand on était petit, on passait beaucoup de temps dehors et moins sur les écrans, que les gens faisaient beaucoup plus de bruit dans les trains et qu'aujourd'hui, pas du tout parce que tout le monde est plongé en fait sur les téléphones et surtout les jeunes aujourd'hui. Du coup, voilà. Le vote est maintenant terminé. On rappelle le précédent vote, 14% de oui, 86% de non. Et la bonne nouvelle, c'est que le débat a bien fonctionné puisque les opinions ont évolué. On est passé à 32% de oui. Tout est permis sur les réseaux sociaux contre 68% de non. Donc bravo Olivier Babot, vous avez été convaincant. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission et de cette expérience? Moi, c'est bien rigolo. Évidemment, la question est nécessairement un petit peu binaire. Et donc, il faut se forcer, un peu comme un avocat, à être d'un seul côté. Or, l'éthos universitaire, l'éthos qu'on a, c'est plutôt celui de la nuance toujours et du balancement circonspect. Mais bon, je suis quand même, merci à ceux qui ont changé d'avis. On reste quand même minoritaire et quelque part, c'est rassurant parce que, encore une fois, je crois que c'est Wilde qui a dit « Quand tout le monde est de mon avis, je pense toujours que je dois me tromper. » Alors, Najat Vallaud-Belkacem, vous avez tout de même convaincu puisque vous êtes en tête, mais tout de même, Olivier Babot vous a bien challengé. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet exercice? Eh bien, en fait, je crois que ce n'est pas seulement que la question est binaire. Binaire, ça veut dire il faut forcément répondre soit oui, soit non. Non, c'est pas ça. C'est que la question, à bien réfléchir, n'était pas adaptée. Merci. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en réalité, le sujet, c'était pas tant est-ce que tout est permis pour les individus, et je crois que c'est ce qui s'est vu à travers ma réponse, c'est est-ce qu'il faut une régulation ou pas, s'agissant notamment de ceux qui créent les réseaux sociaux et donc le cadre, l'infrastructure dans laquelle nous nous inscrivons. Nous nous y inscrivons en pensant être libres de ce que nous racontons et de ce que nous y lisons, mais en fait, nous ne le sommes pas. Nous sommes les jouets de cette infrastructure-là. La question, si on veut la poser honnêtement, c'est les réseaux sociaux appellent-ils une régulation ? Et ça appelle même une autre question, c'est-à-dire laquelle c'est très difficile de résumer un débat aussi vaste et aussi passionnant en une seule question. On a quand même essayé, je crois qu'on a pu attendre 2 points de vue passionnants. C'était Controverse. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission.